c'est tellement difficile de savoir quand est-ce qu'il faut prendre des profits, quand est-ce qu'il est possible de trouver un top sur le marché des crypto-monnaies, sur Bitcoin, Ethereum ou encore les autres cryptos. Mais comme le dit très souvent mon mentor James Check, qui est un ancien analyste on-chain de chez Glassnode, c'est quand d'investisseurs, beaucoup trop d'investisseurs, ont acheté beaucoup trop de coins, ici de Bitcoin, à des prix beaucoup trop élevés. En d'autres termes, c'est vraiment le moment où la demande se retrouve complètement épuisée. Épuisée par qui? Épuisée par les vendeurs. Et comme vous le savez, la demande n'est pas infinie. Au bout d'un moment, on épuise en fait les nouveaux arrivants, les nouveaux investisseurs ou l'argent disponible pour entrer sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, on se retrouve alors parmi les derniers acheteurs. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, toujours en espérant que d'autres viennent acheter nos bitcoins ou nos autres crypto-monnaies, nos altcoins, mais en réalité, il n'y a plus personne. Vous le savez déjà, j'en parle assez souvent, chaque vendeur doit forcément trouver un acheteur. Maintenant, l'idée, c'est quand comment savoir lorsqu'il n'y en a plus, quand est-ce que les vendeurs auront donc épuisé les acheteurs. Donc ici dans cette vidéo, vu que le marché ne fait pas grand-chose, mais j'en reparlerai un peu après, on va parler des vrais tops, ceux qui ont marqué un tournant majeur dans les cycles précédents, comme 2017 ou encore 2021, et ceux du cycle actuel, donc des tops locaux de 2023-2025, mais vraiment bien ceux qui peuvent déterminer la suite du marché et engendrer une correction majeure, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, un bear market. Alors attention, vous commencez aussi à me connaître, évidemment, il y a 100 façons différentes de pouvoir trouver un top. Il existe de très nombreuses méthodes pour identifier ce qu'on peut appeler une zone de top ou vraiment un prix top. On va retrouver l'analyse technique, l'analyse fondamentale, macroéconomie, on-chain, des dérivés, et elles sont toutes valables. Encore une fois, mon approche n'est pas d'utiliser l'analyse on-chain comme un outil de vérité absolue, mais plutôt comme un outil parmi tant d'autres, sans prétendre forcément qu'elle est la meilleure, mais en tout cas, c'est personnellement celle qui me convient le mieux pour comprendre le marché et donc prendre, en fait, si vous voulez, des meilleures décisions d'investissement que lorsque je n'avais rien sous le coude pour vraiment comprendre ce qui se passait. Donc l'objectif n'est pas forcément de trouver le top, mais une zone de top. Quand tout le monde criera justement à l'euphorie, globalement, ou quand tout le monde commencera à se sentir un peu trop bien sur le marché, eh bien ce sera peut-être le moment de sécuriser nos gains, même si justement c'est contre-intuitif. Alors petit disclaimer, je ne vais pas vous promettre une nouvelle jambe haussière imminente sur le point d'arriver, mais évidemment je vais vous en parler comme si ça allait être le cas, puisque ici on fonctionne en termes de scénario, donc on se prépare. Je suis Sapiens, un investisseur lambda, comme beaucoup dans cet univers des crypto-monnaies, et analyste on-chain. Vous le savez, sur cette chaîne, on souhaite analyser les mouvements du marché pour comprendre plutôt que deviner, et surtout voilà, je le répète très souvent, je ne suis pas un investisseur parfait, je suis loin d'être un investisseur parfait, mais mon approche est plutôt simple. Utiliser l'analyse on-chain pour filtrer en fait tous les signaux qu'on peut avoir, que ce soit sur les réseaux, sur de nombreux indicateurs, mais on va essayer de rester discipliné, couper un peu le bruit ambiant. L'objectif n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais de tenir sur la durée et d'être un investisseur rentable. C'est quand même le but ici, c'est de se faire un peu d'argent et donc comprendre le marché via l'analyse on-chain, c'est quand même quelque chose qui, moi en tout cas, m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Donc, cette consolidation du prix que l'on observe depuis maintenant 9 jours, on a un Bitcoin qui est au-dessus des 100 000 $, qui ne cherche pas forcément encore à aller plus haut, mais qui ne cherche pas non plus à aller beaucoup plus bas. Ça va être justement l'occasion de se préparer à savoir repérer un top et de sécuriser nos gains. Évidemment, si cette vidéo vous sera utile, pensez à laisser un petit like, pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur Bitcoin, à l'inverse d'Ether qui lui nous a fait nous a fait un peu le show ces derniers temps, Bitcoin lui n'a pas vraiment fait d'étincelle. Comme on se l'était dit dans la vidéo de la semaine précédente, le marché digère, encore une fois, on avait ce scénario en tête, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est en train de se réaliser. On le savait, après une hausse aussi importante de quasiment 40% sur Bitcoin en un mois, eh bien, on a besoin de, de digérer un peu tout ce qui s'est passé, et c'est ce qu'il fait depuis une semaine. Il est sur les 103, 104, 102 000 $, mais en tout cas, il est bien ancré là-dessus, et c'est plutôt intéressant. On va pas y passer 1000 ans parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien sur l'action du prix qu'il ne se passe pas grand-chose finalement derrière le rideau. On observe en coulisses des changements de main, des prises de gains, des achats, de la liquidité de capitaux qui arrive, qui repart, etc. Et vous le savez, c'est là tout l'intérêt de l'analyse on-chain, c'est de comprendre en fait que cette phase
assez molle du marché, va préparer finalement le terrain pour le prochain gros mouvement qui va arriver, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le plus bel exemple, et ce qui nous est arrivé, rappelez-vous, en février de cette même année, où on avait passé 3 semaines entre les 97 000 $, 99 000 $, pour finalement exploser à la baisse, et c'est là où on est arrivé sous les 80 000. Donc à chaque fois, ce marché un peu en latent, on peut dire en latence, nous prépare quelque chose derrière, en tout cas dans les coulisses, et c'est pas le sujet de la vidéo, mais on le verra peut-être la semaine prochaine si ça n'a toujours pas bougé. Par contre, ce que l'on voit ici de très intéressant, pour vraiment y passer une petite minute, c'est que les 100 000 $ essaient de devenir la norme, autant auprès du marché qu'auprès des investisseurs. Forcément, 9 jours sans passer au-dessus ou en dessous, ça nous permet de créer un nouveau cluster de distribution-accumulation, comme on le voit sur notre fameux URPD ici même. Vous commencez à connaître ce graphique qui est celui de la Supply Distribution, ou plutôt des URPD, qui nous permet de voir pour chaque Bitcoin acquis ou dépensé à quel niveau de prix il s'était situé. Et comme on le voit ici, on est bien entre les 100, 101, même à peu près jusqu'ici, hop, et les 104 000 $. Donc on remarque bien que au fil du temps, plus on va passer de temps sur ces niveaux-là, et plus forcément ça va être du solide si on devait repartir à la hausse. Ce niveau de prix, en tout cas cette poche de liquidité ici, cette poche d'accumulation, nous servira forcément de support en cas de correction. Et à l'inverse, si on devait corriger assez durement, ou même quelques jours, quelques heures, eh bien ça nous servirait comme d'un aimant pour réattirer le prix vers ces niveaux-là. C'est exactement ce que l'on a vu durant le mois de mars et d'avril avec la correction. On avait envie de se rapprocher des 93 000 $, c'était chose faite après plusieurs semaines en dessous, mais en tout cas ça va nous servir vraiment, voilà, soit de support, soit d'un aimant. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif pour la suite. Maintenant, faisons place aux 5 indicateurs on-chain que je vous ai promis en début de cette vidéo pour essayer de repérer cette zone de top. Ce ne sont pas forcément ceux que l'on voit d'habitude. L'objectif ici, c'est un peu de pouvoir avoir quelque chose d'un peu différent de l'accoutumée et de vous présenter de nouveaux indicateurs qui peut-être vous ne les avez jamais vus, en tout cas soit sur X ou soit sur YouTube. Donc ça va être plutôt intéressant à découvrir. Je vous rappelle également qu'un seul indicateur ne peut pas à lui seul nous donner un top de cycle. Ok, ça va nous aider à déterminer une tendance en fonction de l'indicateur qu'on va regarder, mais globalement, un seul ne peut pas vraiment nous guider à 100% sur nos décisions d'investissement. Il faudra bien sûr en regarder un ensemble pour vraiment se poser et dire ok, là peut-être que c'est une zone de surchauffe, ça peut être intéressant de sortir du marché. C'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre aussi aujourd'hui. Il existe des indicateurs tout en un qui sont très très bons, mais en aucun cas ça ne servira tout seul de justificatif de sortir à 100% d'un marché ou vraiment d'être convaincu que le top est là. Il faudra toujours étayer ça, pouvoir regarder d'autres indicateurs pour confirmer, infirmer vos thèses, puisque encore une fois, ici on essaye de trouver les scénarios qui vont dans notre sens et ceux qui vont dans l'autre sens, parce que le but c'est pas de rester borné ou biaisé sur une idée. Comme vous le savez, on essaye vraiment de trouver le juste milieu entre prendre une décision et à la fois pouvoir garder nos horizons ouverts, et c'est tout l'intérêt des indicateurs que je vais vous présenter. En commençant par le Bitcoin Cycle Extreme Oscillator. Autre petite précision, tous ces indicateurs sont gratuits à disposition pour tout le monde et je vous les mettrai dans la description en dessous de la vidéo. Ici, justement, c'est un indicateur tout en un qui va nous permettre de cumuler à la fois le MVRV, donc vous le savez, cet indicateur qui nous permet de mesurer si les investisseurs ont beaucoup de gains latents, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le marché. Si par exemple j'ai investi 10 000 $, j'en suis à 30 000, mais que je ne les ai pas retirés, j'ai 20 000 $ de gains latents, et tout ça cumulé nous montre quand est-ce qu'il y a une surchauffe, une cupidité un peu des investisseurs. On a aussi le SOPR, ici en jaune, donc le MVRV était ici en vert. Le SOPR en jaune qui lui va nous montrer l'ampleur des gains ou des pertes, mais ici on va plutôt parler des gains pour essayer de trouver un top. L'ampleur des gains, si elles sont extrêmes, par exemple 2021, un SOPR très élevé, 2017, SOPR très élevé, mars 2024, novembre-décembre 2024, SOPR très élevé qui nous dit qu'il y a eu tellement de gains qu'on va justement, comme on l'a vu en début de cette vidéo, épuiser la demande qui arrive, épuiser les nouveaux acheteurs. Donc c'est plutôt intéressant parce que lui, il va aussi nous prendre le PUL multiple. Je crois que j'en ai jamais parlé avec vous. C'est un indicateur, donc ici représenté en bleu, qui va nous permettre de mesurer cette fois les gains des mineurs. Donc vraiment, on essaie de prendre les investisseurs, les mineurs aussi en compte. Et on va se baser aussi sur le réserve risque, qui lui est vraiment
axé sur les investisseurs à long terme, donc tous ceux, vous savez, qui ont du Bitcoin depuis plus de 6 mois et qui ne l'ont pas toujours dépensé. Et ici, donc plutôt en rouge, ça va nous permettre en fait de ici mesurer la confiance de ces investisseurs-là, à savoir si c'est risqué ou non d'investir sur ce marché. Comme on le repère, pas forcément prendre 2013, 2015, mais ici 2017, 2021 et même 2024 sur ce cycle 2023, 2025, il est plutôt bon. Comme vous le voyez, lorsqu'on a un cycle top signal, donc un signal de top, on a ces petites bandelettes jaune-orangé qui approchent. En bleu, c'est quand c'est un signal de bottom. Donc comme vous le voyez, il est assez perspicace, il est même très bon, j'ai envie de vous dire, parce qu'il nous a bien repéré cette zone de bottom, etc. et cette zone de top. Par contre, vous remarquez aussi qu'il ne va pas nous donner le top exact. Encore une fois, on parle de zone de top, puisque le but, c'est d'essayer de vraiment comprendre quand est-ce qu'on s'en approche. Pour l'instant, 2023-2025, il n'a toujours pas topé. Et pourquoi ? Parce que le PL multiple et surtout lors du top de cette fin d'année 2024, le réserve risque ne s'était pas activé. Par contre, comme on le voit, le SOPR, le MVRV s'était bien activé. Donc ça aurait pu nous aider à se dire qu'on était dans un état de surchauffe. Moi, je le trouve plutôt pas mal celui-ci, ce qui lui permet d'avoir un œil tout en un. Si vous voulez, encore une fois, dans cette optique de ne pas regarder un seul indicateur, je vais m'en servir lorsque, encore une fois, je me sens un peu trop bien sur ce marché. Donc, par exemple, dans cette période-là, ou encore ici, je vais m'en servir pour repérer en un seul coup d'œil les indicateurs qui sont déjà potentiellement en surchauffe. C'est-à-dire que en février-mars 2024 ou novembre-décembre, en regardant cet indicateur, j'aurais pu savoir déjà que le SOPR et le MVRV étaient déjà dans un état de potentiel surchauffe de marché, potentielle zone de top. Et donc, je serais allé les voir plus spécifiquement en me disant, ah oui, effectivement, le SOPR est extrêmement élevé, le MVRV aussi, on arrive dans des premières zones de surchauffe, donc ça peut être intéressant de surveiller le marché. Ça peut nous aider vraiment à voir en un coup d'œil ce qui ne va pas, entre guillemets, et nous aiguiller sur la suite. Évidemment, l'objectif, et peut-être que sur ce cycle, nous ne l'aurons pas, encore une fois, ça reste, on est dans un marché très très jeune, hein, on a que 1, 2, 3, 4, c'est notre 4e cycle haussier depuis la création de Bitcoin. Pour l'instant, pas encore sur 2023-2025, donc à voir s'il sera encore pertinent là aussi. Mais en tout cas, c'est un très bon indicateur pour commencer à comprendre ce qui commence à se tramer derrière les coulisses. En deuxième indicateur phare que j'ai bien envie de vous présenter, c'est le Sell Side Risk Ratio. Ici, il faut imaginer ce qu'on appelle le Realized Cap, donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, la capitalisation réalisée du marché, c'est-à-dire l'apport de liquidité, pas la market cap, si on va parler d'argent qui rentre ou qui sort du marché. Il faut l'imaginer comme un réservoir et qui va contenir tout l'argent qui est injecté dans le marché, ici dans Bitcoin, depuis sa création. Chaque jour, comme on le voit, le Sell Side Risk Ratio va mesurer la quantité de liquide que les investisseurs retirent du réservoir. Parce qu'on va essayer de l'imager ici. Si les retraits de liquidité sont énormes par rapport à cette taille de réservoir, on va commencer à s'inquiéter, on va s'alerter puisque le marché est sous forte pression vendeuse. On peut le voir comment, grâce à ce ratio ici en orange, qui à chaque fois est très élevé à certains moments du cycle. Comme on l'a vu, ça peut être à la hausse comme à la baisse, puisqu'ici par exemple c'est plutôt en phase baissière. Ici c'est plutôt en phase haussière, phase baissière, phase baissière, etc. Puisqu'en fait, ça va nous permettre de mesurer si les investisseurs sont plutôt confiants dans le marché, soit ils ajoutent, soit... Ici, plutôt, ils vont retirer des liquidités du marché, et ça peut être très bien parce qu'ils capitulent, ça peut être très bien, puisque à l'inverse, ils prennent beaucoup de profit. Et donc, à l'inverse, si les retraits sont minuscules, eh bien, c'est plutôt le calme plat, et les vendeurs n'inquiètent pas vraiment grand monde. C'est ce qui s'est passé lors de cette longue consolidation de l'été dernier, et donc ici, entre février, mars et avril de cette même année. Maintenant, regardez, comme on le voit, on est encore très loin d'un état de surchauffe du marché, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on est très loin, par exemple, des deux signes de surchauffe de top qu'on avait eu en mars et novembre-décembre de 2024. Donc pour l'instant, on est plutôt bien, mais c'est un des indicateurs que je vais absolument regarder quand on atteindra des prix, comme on l'a vu par exemple lors de la vidéo précédente, si on atteignait le premier palier de surchauffe qui était à peu près, si je me souviens bien, aux 118 000 $. Le troisième indicateur fait partie de mes favoris. C'est le VDDM, le Value Days Destroyed Multiple. Comme vous le voyez, c'est un peu le même principe. Il va essayer de nous montrer ici en rose-rouge très foncé lorsqu'il y a une surchauffe du marché, mais ici spécifiquement lorsque nos investisseurs aguerris, nos investisseurs long terme, la smart money qui ont acquis du Bitcoin il y a plus de 6 mois, voire il y a plusieurs années,
commencent à vendre massivement leur Bitcoin. Ici, c'est très simple, le calcul est plutôt facile à comprendre. Pour chaque Bitcoin vendu, on va prendre en compte le nombre de jours durant lesquels il n'avait pas bougé. Et lorsqu'il est déplacé, eh bien, on va prendre tous les nombres de jours de tous les bitcoins qui ont été déplacés chaque 24 heures par exemple, et lorsqu'on atteint un extrême, eh bien on se prend ces petits warnings ici qui, comme vous le voyez, ont plutôt bien topé à chaque fois dans des moments assez intéressants des différents derniers cycles, qui nous permet en fait de voir que beaucoup d'investisseurs aguerris, beaucoup de smart money, prennent énormément de gains sur ce marché. Et donc, encore une fois, vous le savez, j'ai envie d'avoir ce même comportement qu'eux. J'ai envie, moi aussi, d'être intelligent, entre guillemets, d'être rentable. Et donc, je vais potentiellement faire attention à cet indicateur. Comme vous le voyez, on n'est pas obligé, par contre, d'aller dans des extrêmes pour nous dire que c'est le bon moment pour sortir du marché. Comme on le remarque ici en novembre-décembre, vu qu'il y a eu beaucoup déjà de Bitcoin, de vieux Bitcoin, d'anciens Bitcoin vendus lors de février, mars, avril 2024, ici on en avait un peu moins, mais on était quand même sur, regardez un peu, cette zone, je vais essayer de faire un trait assez droit, voilà, où il y avait beaucoup trop de Bitcoin qui étaient vendus. Et comme vous le savez, pour chaque vendeur, on doit trouver un acheteur. Et donc, avec cet amas de Bitcoin ancien en plus qui est vendu, on épuise la demande. Et en plus, on se rend compte que ce sont des vieux Bitcoins qui sont vendus. Et forcément, ça peut nous inquiéter un peu. Donc ici, c'est un indicateur très utile pour mesurer, encore une fois, un peu l'état de confiance même de la smart money, dans le sens où s'ils vendent leur Bitcoin, c'est que ce niveau de prix les intéresse pour prendre des gains et qu'il ne leur faudra pas forcément attendre bien longtemps avant d'épuiser la demande, en tout cas sur le marché. C'est arrivé en 2021. Ici, ils avaient vendu au pic des 40 000 $. Ensuite, forcément, on avait déjà masse de vieux Bitcoin vendus, donc on s'était pu retrouver dans un extrême de vente de ces vieux Bitcoin, mais on était toujours très élevé, à plusieurs reprises, pareil en 2017, ici en 2024, par 2 fois. Donc c'est vraiment des niveaux que moi je vais surveiller pour me dire, ok, là peut-être que moi aussi je vais faire attention à ce qui se passe sur ce marché. Le quatrième indicateur, et pas des moindres, c'est celui du changement de la realized cap. Donc on l'a vu un peu plus tôt, c'est la capitalisation réalisée. Pour chaque Bitcoin par exemple que moi j'ai acheté à 50 000 $, si je veux les vendre ici aux 103 000 $, il y a quelqu'un qui va devoir rajouter 53 000 $ de valeur sur le réseau pour faire la pointe. Logique. Donc ici, ce qu'on veut voir, c'est cette fameuse doctrine que James Check utilise très souvent, de voir quand est-ce qu'il y a trop d'investisseurs qui achètent trop de coins à des prix trop élevés. Et donc, on se retrouve dans un marché où trop d'investisseurs vont ajouter beaucoup trop de capitaux sur finalement ce qu'on va appeler les tops de marché, parce qu'il n'y aura plus personne pour rajouter finalement autant d'argent qu'ils ont mis, voire plus, et donc ce qui va créer une surchauffe et un retournement de tendance. On l'a vu, regardez, ici c'est un graphique qui va mesurer le changement de cette realized cap en termes de pourcentage, et comme on le voit, alors vous allez me dire, regarde Adrien, c'est plutôt intéressant, mais il est de plus en plus petit. C'est logique, le marché pèse quand même 10 fois plus lourd qu'en 2017, donc les changements de capitalisation, d'apport de capitaux vont devoir être d'autant plus énormes pour le faire évoluer d'autant plus haut. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est potentiellement d'atteindre cette zone-là qui, hop, regardez, ici même, peut nous intéresser, c'est-à-dire environ les 10% de changement sur une moyenne à 30 jours. C'est pas au jour le jour ici. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que pour l'instant, avec cette nouvelle jambe haussière, malgré ce plus 40% sur Bitcoin, on n'a qu'un changement de plus 4%. Mais moi, ce que je vais surveiller, c'est quand on sera à peu près sur ces niveaux-là, quand on atteindra des pics qui, historiquement parlant, ont coïncidé, ici par exemple avec le pic, le dernier top de 2021, hop, potentiellement le top de 2019, ça va être le premier warning, et peut-être que les warnings finaux, entre guillemets, c'est quand on va atteindre cette fameuse zone qu'on avait déjà atteinte pour mars et décembre 2024. Donc, c'est vraiment un indicateur très facile à comprendre, qui nous permet de voir quand il y a trop de capitaux qui arrivent d'un coup. C'est généralement pas bon signe, puisque forcément, s'il y a trop de capitaux qui arrivent d'un coup, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont délestés de leurs coins pour les vendre à ces nouveaux arrivants. Et le dernier indicateur qui ici, puisqu'on parle beaucoup des investisseurs, mais on va aussi parler des traders ou de ceux qui forcément utilisent les leviers. On va parler des funding rates ou les taux d'intérêt. Donc pour vous le représenter, c'est une sorte de petit transfert d'argent, si vous voulez, qui est réglé pour maintenir entre traders, pour maintenir en fait le prix des contrats perpétuels, on appelle ça, proche du prix spot du prêt BTC. C'est-à-dire, si par exemple, il y a beaucoup plus de
longues que de short. Donc de positions longues, de traders qui parient à la hausse, plus que de traders qui parient à la baisse. Les acheteurs vont donc financer les vendeurs. Donc ici, en vert, par exemple. Et à l'inverse, lorsque ce sont les vendeurs qui financent les acheteurs parce qu'ils parient à la baisse, eh bien, on est plutôt sur du rouge. Mais comme vous le voyez dans l'histoire de BTC, on a beaucoup plus d'investisseurs qui parient à la baisse, forcément. On essaye d'être plus positif, d'être bullish plus que bearish. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ici, on va pouvoir en fait repérer le sentiment de ces traders sur le marché. Qu'est-ce qu'on remarque? Proche des tops de 2021, on a des funding rates qui sont extrêmement élevés par rapport à une sorte de moyenne établie, vous voyez, qui est à peu près ici. Dès qu'on la dépasse, c'est qu'on est généralement sur un excès d'euphorie, sur le prix ne peut plus chuter, on va ne faire que monter. Alors forcément, le prix monte, jusqu'à ce qu'évidemment, il commence à se casser la figure. Et donc, à l'inverse, ici, on va faire un peu capituler, craquer en fait les investisseurs qui parient à la hausse. Et c'est un indicateur assez génial de mesure de sentiment, cette fois non pas des investisseurs, mais bien des traders. Il faut bien les prendre en compte, puisque on en parlera peut-être sur une prochaine vidéo, un jour. Mais par exemple, le second top de 2021 a été motivé en très grande partie par l'excès de levier sur le marché, alors que ce premier top, par exemple, avait été motivé par les excès d'achat spot sur le marché. Pour l'instant, 2023-2025, sachez-le, c'est un marché relativement poussé par le spot et c'est très très bon signe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des excès massifs au niveau des contrats perpétuels. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais c'est le 5e indicateur finalement que je regarderai avec vous lorsque on sera dans cette phase un peu là qu'on se sentira invincible. Bitcoin a quasiment fait encore x2. Que se passe-t-il? Eh bien, quand on verra justement des excès, en tout cas, autant chez les investisseurs, comme on l'a vu un peu plus tôt, que chez les traders, ça peut être très intéressant pour se repérer sur ce marché et pouvoir prendre des gains. Essayer d'être rentable, c'est quand même l'objectif ici. En attendant qu'il se passe quelque chose sur ce marché, ne rien faire est aussi une stratégie. Par contre, c'est pas ne rien faire pour ne rien regarder ce qui se passe sur le marché si l'analyse on-chain vous intéresse. Durant ces phases d'incertitude ou de latéralisation comme nous avons depuis maintenant pas loin de 10 jours, personnellement, je vais m'en servir. Pas forcément pour checker les indicateurs tous les jours, vous le savez, ce n'est pas mon objectif. Si je fais de l'analyse on-chain, c'est pour être très tranquille en général dans mon investissement. Mais par contre, je vais m'en servir pour analyser, comparer mes analyses avec d'autres analystes, typiquement, pour me former, pour préparer mon plan d'action pour les jours et semaines à venir. Et l'objectif, encore une fois, vous le savez, je le répète assez souvent, mais ça va être vraiment je pense ma doctrine et ce pourquoi vous allez peut-être me suivre, c'est que on souhaite être prêt pour le prochain mouvement, qui soit à la hausse ou à la baisse, ou même qu'il latéralise. Donc, encore une fois, l'essentiel n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais c'est d'apprendre. Et ici, c'est important, puisque on est dans ce cas de figure, c'est d'apprendre à être à l'aise avec cette incertitude qui est prédominante dans ce marché des crypto-monnaies. Le marché, globalement, se moque de savoir qui a raison ou qui a tort, mais par contre, dès qu'on l'accepte, de pouvoir naviguer avec cette incertitude, tout devient quand même assez plus simple et c'est vraiment cette approche qui permet d'être pour moi rentable sur le long terme et sur laquelle j'ai envie de vraiment vous pousser à réfléchir. Encore une fois, c'est une mentalité qu'il faut avoir. Chacun aura la sienne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ou de meilleure façon d'investir tant qu'elle vous va et tant que vous réalisez vos objectifs. C'est vraiment le plus important et c'est ce que je vous souhaite. Moi, je maîtrise l'analyse on-chain, c'est ce qui me pousse à être rentable. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et forcément, c'est en lâchant prise, mine de rien, sur ce besoin de certitude qu'on va parvenir aussi à prendre les meilleures décisions d'investissement qui s'imposent, puisqu'on ne va pas être dans la réaction, dans le FOMO, dans le fait. C'est vraiment, en tout cas, ce que je veux faire communiquer ici et j'espère que j'y arrive. En attendant, et ça, j'aime beaucoup avoir vos retours, vous êtes de plus en plus à être dans les commentaires. Pour tout vous dire, on a franchi un petit palier ensemble sur la vidéo de la semaine dernière. On a fait plus de 1000 vues. Alors c'est anodin pour certains, mais pour moi, ça fait extrêmement plaisir puisque l'analyse on-chain a vraiment tout à démontrer, a besoin d'être découverte aussi. Ce qui est plutôt, c'est vraiment une manière de voir l'investissement qui convient à certains et pas à d'autres, évidemment. Mais voilà, laissez-moi en commentaire, comment vous faites pour essayer de repérer une zone de top. Pas forcément comment vous prenez vos profits, mais qu'est-ce qui vous permet de vous dire, ok,
Est-ce que c'est parce que la boulangère vous a parlé de Bitcoin ou est-ce que c'est parce que vous avez certains indicateurs préférés que vous utilisez? Ça peut être très, très intéressant de le savoir. Donc partagez-les en commentaire, moi, c'est ce que je vais faire. Et encore une fois, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, pensez à la partager, à vous abonner. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et à très bientôt.